Moi, je vois l'heure tourner. Il faut à tout prix qu'on aille au studio maintenant, parce que Luc, je sais plus combien il y a de décalage horaire avec lui et la Silicon Valley, mais voilà, il nous attend. Il habite où déjà ? Alors précisément, je sais pas. Palo Alto. Il est à Palo Alto, même. Cœur de la Silicon Valley, c'est là où ça se passe, quoi. Toi, il y a un truc marquant. Tu veux vraiment que... Ah oui, non, mais attends, moi c'est clair. Hein, c'est moi là où j'aimerais bien l'entendre, c'est son dernier bouquin là sur la partie écologie, l'innovation et l'écologie, on va dire à peu près. Son nouveau combat un peu. Son nouveau combat. Moi, je l'attends réellement au tournant. Un mec qui bosse dans l'automobile, comment est-ce qu'il allie automobile et écologie ? Ça, c'est vraiment un sujet moi qui va m'intéresser au plus haut point. Moi, tu sais, ce qui me ferait kiffer, c'est de voir s'il a une réponse à comprendre comment les Facebook Files, comment Cambridge Analytica a pu arriver. Enfin, il côtoie ces gens-là et dans le cœur du réacteur, on l'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Silicon Valley pour qu'un truc comme ça arrive ? Incroyable, dingue. Tu crois qu'il est dans le secret des dieux à ce point-là ? Écoute, ça peut blotter, hein. Bon, en tout cas, moi, c'est vraiment, les gars, je compte sur vous. Le sujet clé qui me semble être celui de cette émission, c'est quand même la place qu'on a attribuée à l'innovation technologique dans nos sociétés, dans la culture de notre société aujourd'hui. Est-ce que c'est la bonne ? Est-ce qu'on s'est pas trompé de voie ? Et est-ce que cette innovation technologique, elle est là pour faire mieux, pour faire le bien ou pour faire plus de pognon ? D'autant que la Silicon Valley a imposé un espèce de modèle partout dans le monde. Ça, c'est effrayant et remarquable. Et du coup, ça pose vraiment la question de la culture. Vous croyez qu'on parlera chemise à fleurs avec Luc parce que c'est quand même le champion de la chemise à fleurs. On voit que tu t'es équipé, surtout que je rêve qu'il m'envoie une de ces chemises à fleurs, voilà, et dédicacée s'il vous plaît. Bon, on va négocier le point avec lui. Allez, on lance l'émission. On vous dire combien ? L'homme civilisé a refusé de s'adapter à son environnement. Il a adapté son environnement à sa convenance. Alors, il a construit des villes, des routes, des véhicules, des machines et pompé l'énergie du sol pour économiser son labeur. Mais il ne savait pas comment s'arrêter. Plus il améliorait son environnement pour se faciliter la vie, plus il se la compliquait. Et maintenant, ses enfants sont condamnés à 10 ou 15 ans d'études rien que pour apprendre à survivre dans le monde complexe et périlleux où ils sont nés. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech. Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique ? Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. L'innovation technologique a souvent été synonyme de progrès. Dans ce domaine, les États-Unis mènent bien souvent la danse. Il faut le dire, depuis plus de 30 ans, la Silicon Valley a su être le fer de lance de cette innovation débridée, au point de nous rafler une grande partie de nos cerveaux. Nous avons voulu la copier pour garder nos talents, mais disons-le franchement, sans grand succès. Alors, nous pourrions nous poser une question. Sommes-nous capables d'innover en France ? Mais depuis quelque temps, lorsque nous regardons l'actualité, nous pouvons aussi nous interroger sur cette innovation et l'image qu'elle véhicule. Un chatbot qui devient nazi en moins de 24 heures. Une entreprise japonaise qui aurait élu une IA à la tête de son entreprise. Un géant de la tech qui défie un président à la boxe. Tant de choses qui peuvent nous interroger. N'aurions-nous pas laissé quelque chose sur le côté ? Bah oui, l'éthique dans tout ça. Alors, cette innovation débridée ne serait-elle pas en même temps un peu emballée ? Et surtout, fin octobre, il y a encore des températures supérieures à 20 degrés. Des gens qui se baignent, surpris de pouvoir le faire en cette période. Oui, nous comptons plus le nombre de vagues de chaleur que nous traversons, rappelant que là, c'est la planète qui s'emballe, avec un responsable, nous. Alors, sommes-nous partis sur les traces du film de Jamie Wyss de 1980, Les dieux sont tombés sur la tête, où l'homme civilisé a adapté son environnement à sa convenance ? Avons-nous oublié que si nous sommes la cause de cet emballement, nous pouvons aussi en être la solution ? Et cette innovation dont nous sommes si fiers, la mettrons-nous au service d'une cause plus grande ? Ferons-nous en sorte qu'elle contribue à préserver notre bien commun ? Oui, il est plus que temps de poser et de comprendre comment il est nécessaire de revoir notre copie en termes d'innovation et d'identifier les leviers pour apporter une innovation responsable et éthique. Au programme de cet épisode, le grand entretien avec notre invité du jour, Luc Julia, avec qui nous aborderons 3 thèmes. La culture de l'innovation entre États-Unis et Europe, les différences majeures. Deuxième point, l'innovation et éthique. Les dieux sont-ils tombés sur la tête ? Et enfin, comment mettre l'innovation au service de ce grand défi qui est l'écologie. Vous retrouverez aussi des chroniques inspirantes avec une toute nouvelle chronique On refait la tech de Gérald Olubowicz
et l'incontournable Laurent Guéhin pour son moment d'égarement. Enfin, on prendra le temps de débriefer entre nous trois pour fixer avec vous les idées clés. Aux manettes de cet épisode, Cyril Chaudois. Bonjour Cyril. Bonjour. Mick Lévy. Bonjour Mick. Bonjour à tous. Et moi-même, Thibault Lemann. Accueillons sans plus entendre notre invité, Luc Julia. Bonjour Luc. Bonjour à vous trois. Bonjour Luc. On se tutoie ? Oui. Tu es donc ingénieur et informaticien spécialisé dans l'intelligence artificielle. Tu es l'un des co-inventeurs de l'assistant vocal d'Apple Siri. Ancien vice-président de Samsung, chargé de l'innovation, et tu as rejoint depuis 2021 le groupe Prono en tant que directeur scientifique. Tu écris également beaucoup. On peut citer tes 2 derniers ouvrages. On va droit dans le mur. Pour sauver la planète, il faut un projet de société et une ambition de civilisation aux éditions First. Et Un Français dans la Silicon Valley aux éditions Keynes, que tu as coécrit avec Nicolas Kessaï. Allez, sans plus attendre, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors Luc, on l'a dit, tu es toi connecté depuis la Silicon Valley et on va d'abord s'intéresser ensemble à cette culture de l'innovation qui semble varier d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, c'est le cas de le dire. Et précisément, on se pose une question, c'est la suivante. Pourquoi cette Silicon Valley qui est le symbole depuis le XXe siècle de l'innovation technologique, semble avoir autant de différences avec notre culture de l'innovation ici en France ou plus largement en Europe? On a un peu l'impression qu'il y a de la friture sur la ligne. Alors, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu en penses? Cette vallée qui a souvent été copiée mais jamais égalée, est-ce qu'il y a vraiment une recette du succès? C'est quoi la secret sauce de la Silicon Valley? Ouais, enfin, je sais pas si on peut dire qu'il y a une secret sauce, mais il y a quand même des conditions particulières, on va dire. Et on peut faire remonter ça à très longtemps. Et moi, j'aime bien faire remonter ça à la conquête de l'Ouest. Hein. Donc, la conquête de l'Ouest, 1848, 1849, quand tous ces migrants arrivent dans cet endroit qui s'appelle aujourd'hui la Silicon Valley, mais qui était à l'époque pour la ruée vers l'or. D'accord. Et donc on a tous ces gens qui viennent chercher cette richesse, chercher ce truc, hein, d'accord. On ne sait pas trop exactement ce que c'est, on ne sait pas trop s'il y en a, mais en tout cas c'est des gens très différents, c'est des gens qui arrivent donc de tous les continents, en bateau, à pied, etc. Et donc ils se retrouvent dans ce creuset là, et ils se retrouvent à s'entraider. Et cet esprit-là, ce que j'appelle cet esprit de la Silicon Valley, en fait, depuis plus de 100 ans maintenant, 150 ans, il n'a pas changé. C'est toujours le même, et on voit que cette Silicon Valley, c'est ce melting pot. Le melting pot, on parle souvent des États-Unis comme un melting pot, mais c'est vraiment là, dans cet endroit où les gens arrivent avec ces cultures et ces prismes différents pour faire des choses. Alors bon, il y a eu la ruée vers l'or, ça c'était il y a très longtemps. Puis après, il a rué vers le Silicon, hein, c'est pour ça qu'on a appelé ça le Silicon Valley. Donc on a commencé à faire ça dans les années 50, 1950 cette fois-ci, donc 100 ans plus tard. Et puis après, il y a eu ces vagues répétées. 1950, 70, c'était l'ordinateur, l'ordinateur personnel. Et puis après, les années 90, Internet évidemment. Et puis après, on a eu le mobile. Et puis après, on a eu les réseaux sociaux. Et puis après, on a eu etc. Donc toutes ces vagues successives de gens qui viennent apporter leurs compétences et leur regard et leur culture pour faire des trucs différents, parce que c'est ce mélange qui fait que on fait pas toujours la même chose. Donc c'est cette notion de creuset avec le mélange et la sédimentation de tous ces talents qui arrivent, et finalement on pose la question de la culture de l'innovation, et c'est le croisement de plusieurs cultures qui forment cette culture propre à la Silicon Valley. Mick? Ah ouais, on a l'impression que c'est un peu le rêve américain qui s'est d'abord appliqué à la ruée vers l'or, et puis maintenant à la ruée vers le silicon et à la tech. Mais en France, pourquoi on n'a pas réussi à créer un tel modèle? On a pourtant énormément de talent, on a plein de médaillés Fields, on a 11 médailles Fields, on est juste derrière les USA qui en ont 13. On a des lieux mythiques avec le CNRS, avec ce qu'on cherche à faire sur le plateau de Saclay. Qu'est-ce qui fait culturellement que ça ne prend pas autant? Alors déjà, c'est pas un truc qu'on décrète, parce que par exemple le plateau de Saclay, c'est un peu un machin qu'on a décrété, d'accord. Donc je pense que ça, on dit pas, on fait la Silicon Valley. On a eu des exemples dans les années 60. On a essayé de créer une Silicon Valley à Sophia Antipolis. Sophia Antipolis,
il reste des trucs, il y a des trucs sympas, mais c'est pas la Silicon Valley, quoi. Faut quand même être clair. Donc du coup, mais on fait comment quand on n'a pas d'or, si on peut pas le décréter? Nous, on n'avait pas d'or là-bas. On n'a pas d'or pour faire la ruée vers l'or. Et ce qui s'est passé en France, alors moi, je suis parti il y a 30 ans, mais je vois des évolutions quand même depuis une petite dizaine d'années, depuis 10 ans en fait, depuis 2012-2013, quand on a par contre cette fois-ci décrété la French Tech. Alors décréter la French Tech, ça voulait pas dire grand-chose, sauf que Fleur Pellerin, quand elle a fait ça, elle a dit on va essayer de faire en sorte de pousser un peu les startups, parce qu'en fait on se moque souvent de Macron quand on parle de la startup nation, mais en fait cette innovation, elle vient pas, alors je vais pas cracher sur les grands groupes, je suis dans un grand groupe aujourd'hui, mais elle vient pas forcément des grands groupes, ou elle vient pas de ces machins un peu mammouths où c'est très très compliqué d'innover. Elle vient vraiment de ces startups, et les grands groupes après vont utiliser et vont racheter potentiellement ces startups. Donc pour avoir cette innovation, il faut être dans ces petits creusets. Et c'est ce qu'on voit. Et ça, tu trouves qu'en France, on a mis du temps à le comprendre finalement, en Europe de manière générale, je pense qu'il y a longtemps, on était bon. Je pense qu'il y a très longtemps, on était bon. Et je pense que là, en 2012-2013, quand Pellerin a dit, on va faire la French Tech avec la BPI, on va donner des sous. Alors, il y a eu certainement du gâchis et tout ça, mais il y a eu cet esprit à nouveau cet esprit d'entreprendre. De conquête et d'entrepreneuriat. Moi, ce qui me fait marrer quand j'entends les Américains qui me parlent toujours entrepreneur, tu vois. Donc, ils arrêtent pas de dire le mot. Et je leur dis, les gars, je vous rappelle quand même qu'entrepreneur, c'est un mot français. D'accord. Donc et donc du coup, on avait cet esprit certainement au siècle des Lumières, c'est des entrepreneurs, d'accord. Et donc là, en 2012-2013, on a récupéré ça et on a vu et on voit d'ailleurs aujourd'hui qu'on a un creuset très intéressant. Alors il n'est pas forcément à Saclay, mais par exemple des machins comme ce qu'on appelle le Silicon Sentier dans Paris, c'est intéressant. C'est des gens qui se regroupent un peu informellement et puis qui vont s'entraider. On retrouve un peu ça. Mais il y a un problème essentiel, donc à la question de tout à l'heure, pourquoi ça marche pas aussi, c'est qu'on n'a pas ce multiculturalisme, on n'a pas cette notion de multiculturalisme. En Europe, en général, on veut garder ces jardins et on fait ce qu'on appelle les wall gardens en américain. Donc, on se protège et donc, il faudrait se déprotéger un peu des cerveaux qui peuvent arriver d'ailleurs. La culture du secret, du vivons heureux, vivons cachés, et chacun son précaré, Thibaut. On a souvent, il y a un dicton qui dit quand même assez régulièrement, les USA inventent, la Chine copie et l'Europe régule. Qu'est-ce que ça révèle un peu en termes de culture? Parce que finalement, on n'en est pas là où nous, on essaye de réguler quelque chose, entre guillemets, qu'on ne maîtrise plus. Ouais, alors ce dicton-là, moi, je suis pas trop d'accord avec, parce que franchement, quand je regarde les gens qui inventent, il y a quand même beaucoup de Français et d'Européens qui inventent. Dans la Silicon Valley, quand on regarde les gens qui sont ici, on a quand même des milliers de Français qui sont dans le coin et des milliers de Français qui sont vraiment à la pointe de ces inventions. Donc, quand on parle de l'intelligence artificielle, par exemple, qui est le sujet qui m'intéresse le plus, que tu connais bien, que je connais un peu, quand on parle de ça, on regarde les grosses boîtes américaines, ce ne sont que des Français qui sont à la tête de ces groupes scientifiques. Donc, point de vue idée, point de vue innovation elle-même, c'est quand même des Français qui sont là. Maintenant, c'est des Français qui se sont baignés, qui baignent dans cette culture, américaine qui est, désinhibée. Et donc, c'est ça, je pense aussi qui change par rapport. Ça, c'est une des recettes clés aussi, ce côté désinhibé. Est-ce que tu peux nous parler de cette désinhibition, justement, parce que t'as un mot pour le dire. Enfin, t'as une phrase qui nous est restée en tête. Ouais, la phrase, c'est qu'on est capable de monter sur la table. Au capitaine, mon capitaine. Mais c'est exactement ça. Oui, c'est le film de ces années 80, le cercle des poètes disparus. Donc, c'est exactement ça. C'est qu'on monte sur la table et on ose. D'accord? Et en fait, oser, c'est quoi? Oser, c'est se planter. Ok? C'est qu'on va se planter. Mais cette culture de l'échec est super importante. Cette culture de l'échec, on l'a pas en France, on l'a pas en Europe, on l'a pas en Asie non plus. Parce que on a peur d'échouer. Et si on échoue, on est vraiment marqué au fer rouge et c'est terminé.
Aux États-Unis, si on échoue, c'est d'éducation. Mais justement, une question qui me semble importante à ce stade, c'est que si cette culture du fail aux États-Unis et dans la vallée en particulier est si prononcée, n'est-ce pas lié aussi à cette idéologie libertarienne qui est propre à la Silicon Valley et aux entrepreneurs de la Silicon Valley qui, justement, sont d'une certaine façon un peu des punks ou des anarchistes qui veulent s'affranchir de toute structure, de toute institution et de tout pouvoir au-dessus d'eux. Est-ce que ça aide pas à renverser la table plus facilement là où nous on est quand même très encadrés par nos institutions et qu'on respecte peut-être un peu plus? Alors je pense qu'effectivement il y a beaucoup moins de régulation en général ici, mais je pense pas que ça ait de l'effet sur ce renverser la table dont on parle ici. Je pense que ce qui a beaucoup plus d'effet, c'est l'éducation elle-même. Le fait que dès le départ, si tu veux, quand on arrive à l'école, on te met devant la classe entière, tu vois, à réciter des trucs et donc à se monter sur la table. Hein, c'est pas une blague. C'est vraiment ça. Et si tu veux ça, en France, moi, je me rappelle toujours quand il fallait faire une récitation, un truc comme ça, tu transpirais. En fait, t'avais peur de l'échec, tu vois. Tu voulais passer en dernier. Voilà, tu voulais passer. Enfin, bon, on l'a tous eu, on l'a tous fait parce qu'on a ce truc où il y a le gars qui est là pour regarder, il y a les autres qui sont là pour te juger, tu vois. Et donc ici, c'est pas pareil du tout. C'est vraiment, tu as une idée, tu la diffuses et les autres vont la reprendre, même si c'est une idée de merde. Ils vont la reprendre et puis ils vont ils vont dire ah bah oui, en fait il y a quelque chose quand même qui est quand même, c'est nul ce que tu racontes, mais il y a quelque chose qui peut être rigolo si on fait comme ça. Et donc il y a cet esprit de construction, cet esprit d'augmenter d'augmenter le schmilblick, quoi, de faire avancer le schmilblick qui est pour moi très très différent. Et alors, moi j'ai une question clé, Luc, du coup. Donc, tu as cette double vision de la culture de l'innovation à l'américaine et à la française. Aujourd'hui, tu l'as dit, tu travailles pour un grand groupe français. Comment tu arrives à instiller dans ce grand groupe français qui est Renault, qui est un groupe historique, qui est une entreprise industrielle énorme en France, cette culture de l'innovation et le fait de se dépasser, de monter sur la table et de rattraper aussi des challengers qui sont énormes en face de Renault? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a les talents. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont plus ou moins dormants. Je veux pas être péjoratif non plus et méchant, mais ils sont plus ou moins dormants, mais ils sont là, d'accord. Et tous ces talents, donc du coup, on arrive avec des petits projets. On commence petit, on commence avec des trucs. Et j'ai fait la même chose chez Samsung. Hein. On fait des petits groupes où on fait des sortes de start-up internes où on va faire des trucs pour aller titiller après les autres, pour leur donner envie de pratiquer les mêmes choses et de rentrer dans les mêmes process, parce que c'est une question de process. Ensuite à ce que ça se diffuse de façon large en dehors de la petite start-up interne qui elle va réussir à faire des choses. Comment on arrive à diffuser pour que ce soit le business complet qui s'en empare? Ça met du temps, encore une fois, mais ce qu'il y a, c'est que c'est une question après ça de modèle, de montrer. Par exemple là, nous on est assez fiers dans ce qu'on est en train de faire chez Renault aujourd'hui. Après un peu plus d'un an, on a réussi à à présenter 2 ou 3 choses au salon de l'auto. Je veux dire, ces petits groupes, tu vois, et donc c'est par l'exemple qu'on fait ça. On montre des choses on fait des choses concrètes, et les autres, on essaie de leur donner envie, tu vois. On leur donne envie. Alors on ne dit pas que on n'est pas des bisounours, hein. C'est pas super tous les jours et tout ça, mais on arrive à faire des trucs rapidement. Et c'est aussi un mot-clé, rapidement. C'est un truc où tu vois tout de suite les résultats de ce que tu fais. Et ça, c'est génial. Effectivement, quand on est jeune, on nous apprend à pas échouer. Et pourtant, si on veut essayer de progresser et si on veut essayer, l'échec est aussi bénéfique. C'est comment est-ce qu'on essaye d'apprendre qu'au fait, l'échec, c'est pas une honte, c'est pas un drame. Et comment est-ce qu'on essaye d'insuffler cette notion de on progresse? Ça, c'est une question de papa, ça. Mais ça m'intéresse aussi. On est tous concernés. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que en même temps, tu veux pas, si t'échoues tout le temps, ça va pas bien se passer, hein. Mais si tu veux, cette expérience que tu acquiers quand tu fais une bêtise, en gros, hein, et on peut faire le parallèle avec les gamins, hein. Une fois que tu as touché la plaque chauffante, tu la retoucheras pas, tu vois. Et donc, c'est l'apprentissage par l'échec, ça, tu vois. Et donc, c'est comme ça. Si vous voulez, les VC, les venture capitalistes ici, ils vont prendre des gars ils vont financer les gens quand ils se sont plantés avant. Ils aiment beaucoup. Parce qu'ils se disent, les erreurs qu'ils ont faites avant, c'est de l'apprentissage. Ils vont pas les refaire.
ils vont pas refaire les mêmes erreurs. Alors, c'est pas forcément vrai, mais ils vont pas faire les mêmes erreurs. Et donc, ils ont quand même appris quelque chose. Ils ont eu de l'expérience. Ils ont des cicatrices qui font que ils vont pouvoir avancer et ils ont appris. Alors, encore une fois, il faut pas que faire de l'échec. Il faut de temps en temps avoir des succès, quand même. De temps en temps, il faut quand même gagner un peu. En tout cas, on retiendra qu'aux États-Unis, les cicatrices, eh bien, c'est sexy pour les VCs. Et on va tout de suite passer à la chronique de Gérald Olubowicz. C'est une nouvelle chronique. Bienvenue, Gérald. On refait la tech. On refait la tech. Gérald, pour cette nouvelle chronique qui mettra en perspective nos rapports actuels à la tech avec ceux de nos illustres ancêtres, tu as choisi de te lancer avec une question fondamentale. À quand remonte notre foi dans le progrès technique ? Oui, si l'intelligence artificielle vous fait voir le métavers toujours à moitié plein, c'est certainement que vous êtes un techno-optimiste. Face au déluge de mauvaises nouvelles, les algorithmes et la data rassurent par leur apparente approche pragmatique et mesurée, qui semble répondre aux défis de notre temps. Les voitures autonomes super sécurisées, les IA médicales qui détectent les cancers ou les robots hyper agiles semblent ouvrir un futur radieux à l'humanité. Une pensée un peu magique qui remonte à loin. Née pendant la première révolution industrielle début 19e siècle en Europe, elle ne cesse de se développer en dépit des résistances. L'historien François Jarige, dans son livre Technocritique, met en lumière la complexité des imaginaires qui se forgent à cette époque. Quand les élites industrielles et politiques voient dans la technologie un instrument de progrès, elles se heurtent aux résistances sociales qui cherchent à préserver les savoir-faire et les métiers menacés par l'automatisation. La confrontation entre techno-optimisme et technocritique nourrit donc depuis plus de 2 siècles un débat philosophique passionnant sur la place des techniques dans nos vies et ce que nous en attendons. D'ailleurs, les artistes vont très vite s'en emparer. On va parler des Daft Punk ? Alors non, mais plutôt de la science-fiction qui décolle à la fin du 19e siècle. Certaines œuvres de Jules Verne popularisent l'imaginaire de la technique bienfaitrice et source de progrès. Électricité, cinéma, photographie, téléphone, le monde se modernise et les artistes en rendent compte. Du manifeste des futuristes de l'italien Filippo Tommaso Marinetti dans les années 1900 aux visions technocritiques des sœurs Wachowski dans Matrix, en presque 100 ans, la technologie a marqué de son empreinte culturelle une demi-douzaine de générations. Et c'est ce bouillon de culture qui nous rend techno-optimistes ? Alors, en réalité, le techno-optimisme, ce n'est pas simplement la célébration des technologies. C'est le fait de prétendre résoudre des problèmes politiques par une solution technique tout en conservant l'équilibre acquis des pouvoirs. Par exemple, le discours sur la voiture électrique est assez intéressant. Les constructeurs affirment que c'est un maillon essentiel de la décarbonation des transports, alors qu'ils font partie du problème avec certains responsables politiques qui ignorent les solutions alternatives plus structurelles. On le voit, la tech n'est pas neutre idéologiquement. Et c'est là une des spécificités du techno-optimisme. Il a un caractère politique. Espérer qu'une innovation technologique apporte la solution à tous les problèmes du monde relègue toute alternative dans la catégorie des projets irrationnels ou utopistes. Le génie technique supplante la volonté politique et il est moins risqué de faire confiance aux derniers gadgets à la mode pensés pour faire du monde a better place plutôt que de penser un projet complexe de transition énergétique. Ah oui, un peu comme Musk qui veut nous envoyer sur Mars ou Google qui veut éradiquer la mort. Oui, le transhumanisme incarne le techno-optimisme dans toute sa splendeur. Ce sont les tenants d'un numérique tout-puissant où nous vivons dans le cloud et où tout est dématérialisé. La chercheuse américaine Kate Crawford montre dans son livre Atlas of AI que tout ça a pourtant un poids sur l'environnement. En effet, la tech repose sur une très polluante extraction minière de terres rares, indispensable aux composants électroniques. De même, l'extraction de nos données sur Internet, qui, au-delà des questions éthiques qu'elle pose, est aussi une source de pollution quand on pense aux data centers, entre autres. Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode de Tech et Environnement, le grand bullshit avec Gilles Babinet dans la saison 1 de Trench Tech, pour plus de précision et de chiffres à ce sujet. On le voit donc, le techno-optimisme se heurte aux barrières physiques de notre monde et aux limites de notre vie privée non connectée. 2 barrières que beaucoup, dont les GAFAM, s'attachent à éliminer définitivement au nom du progrès technique. Trench Tech, esprit critique
pour Tech Éthique. Je voudrais qu'on revienne sur la dimension éthique. Bien évidemment, dans Trench Tech, la dimension éthique est importante, et l'innovation et l'éthique. Donc on le voit, hein, il y a des affaires qui sont retentissantes en ce moment, même depuis quelques temps d'ailleurs, telles que les Facebook Files ou Cambridge Analytica, qui révèlent que des entreprises savaient pertinemment leur impact de ce qu'ils faisaient. En fait, globalement, ils faisaient un peu les innocents une fois qu'on les a pris les mains dans le pot en disant c'est pas nous, mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Et donc globalement, est-ce que à courir vers l'innovation, on n'aurait pas oublié derrière notre éthique, et de voir comment est-ce qu'on peut essayer de la reprendre et puis de la remettre aussi et de la réinjecter dans l'innovation. Ouais. Alors bon, il y a plein de niveaux, hein, et puis il y a plein de gens différents aussi, mais c'est vrai que alors je vais commencer par critiquer un peu l'ingénieur. D'accord, alors, je suis un ingénieur, donc je peux le faire. Hein. L'ingénieur, il aime bien faire de la tech pour la tech. D'accord. Et donc ça, c'est notre problème à nous. C'est de dire, on fait avancer, fait les trucs un peu vite. On est tellement excité par la technologie elle-même que on se rend pas compte forcément de l'impact. On se retourne pas sur l'impact de ce que cette technologie fait. Et puis après, il y a les cons. Alors ça, c'est un problème, et j'ai des noms. Hein. J'ai des noms. Il y en a partout, mais j'ai des noms. Alors Zuckerberg, là, on n'a pas assez d'une émission là. mais tu parlais des Analytica Files. Le problème ici, c'est Zuckerberg. Ouais. Le problème ici, c'est qu'on a un gars qui est alors le contraire de la représentation de l'éthique. D'accord. Le gars, il se fout de la gueule du monde depuis presque 15 ans maintenant. D'accord. Et il n'a lui un seul but, c'est de faire du pognon. Et donc évidemment là c'est bon, ça peut être intéressant de faire du pognon si tu redistribues un peu, si tu en fais profiter plein de gens et tout ça, ça peut être rigolo. Mais là lui il y a une fondation. Ouais, mais bon, me fais pas marrer. D'accord, j'ai mis 1 milliard là. Pardon, c'était pour la blague. J'en ai 150 à côté, et je fais des trucs, je fais des grosses bêtises, et surtout je fais des grosses bêtises comme tu l'as dit tout à l'heure, en le sachant pertinemment. Et puis, quand je vais passer devant les parlements, les machins, tout ça, j'ai l'air contrit, et je suis désolé, mais j'en ai rien à foutre, en fait. Et donc, c'est des gars comme ça qui font énormément de mal à la tech. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu généralisé? Est-ce que dans les entreprises de la tech américaine en particulier, enfin, comment est pris en compte la question éthique dans ces entreprises de la tech en particulier américaine? C'est pris en compte. Alors, on n'est pas les meilleurs en syndicats, en les choses comme ça qui font que, mais on voit ça depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, enfin 2 dizaines d'années au moins, chez Google par exemple, si tu veux, les employés, quand ils se mettent à se retourner et s'arrêter d'être la tête dans le guidon, comme j'étais là, le problème de l'ingénieur qui est la tête dans le guidon, quand ils se retournent, ils ont une réflexion quand même qui disent attention là, on a quand même un impact, on a fait des trucs pas bien là, nos reconnaissances du visage c'est utilisé d'une manière un peu bizarre dans les aéroports, dans les machins et trucs. Donc les gens de Microsoft, les gens les grosses, ce qu'on appelle les GAFA, ce que j'appelle les gamma, depuis qu'il y a plus Facebook mais que c'est Meta. Donc les gamma, il y a quand même des mouvements à l'intérieur de gens qui... Enfin, c'est très discutable. Regarde même Google, rappelle-toi ce qui s'est passé avec leur comité éthique. Oui, mais c'est pas, justement, c'est pas mon comité. Parce que ça leur plaisait pas, etc. Ouais, mais encore une fois, c'est pas là où tu décrètes. Le problème quand tu décrètes, ça peut pas marcher. Donc c'est pas à travers le comité éthique. Il y a un comité éthique chez Facebook. C'est à mourir de rire. Oui, oui. Donc, non, mais même ce qu'ils font chez Google, il y a plein de choses qui sont hyper discutables. Il y a des trucs hyper discutables. Je sais pas, comment ils s'autorégulent eux-mêmes, ou comment ils se donnent des limites, ou comment ils tiennent compte, comment ils insufflent, tu vois, à leurs ingénieurs, le fait de dire il faut c'est là où tu vois, c'est pas organisé, parce que justement, on n'a pas les organisations syndicales dont je parlais tout à l'heure, mais tu vois des trucs qui se sont passés, là, tout à fait récemment, encore, dans la vallée, devant les sièges de Google, devant les sièges de Microsoft, tu as eu des employés qui ont commencé à dire arrêtez les gars d'utiliser la technologie pour... Alors, il y en avait qui n'étaient pas contents que les services secrets israéliens utilisent certaines de leurs technologies, d'autres qui n'étaient pas contents que ce soit les aéroports, etc. Donc, il y a quand même des mouvements, mais ils sont relativement faibles, ils sont pas très relayés dans les médias, mais ils existent. C'est justement, ça fait partie des questions. Alors on va ressortir le vieux dicton que le poisson pourrit par la tête, mais quand on regarde, on a Elon Musk, on a Mark Zuckerberg, on a Travis Kalanick, on a Steve Jobs, on a Ray Kroc, pardon, on va dire le fondateur de McDo, mais pas vraiment en fait, etc. Ils sont souvent cités comme des références de réussite, et au final, quand on regarde un peu les personnages, waouh. Et c'est là où effectivement on se dit, mais si eux ils sont à ce niveau-là, comment est-ce qu'on arriverait à remettre
on va dire, un cercle vertueux autour de l'équipe. C'est compliqué, et c'est là qu'il faut faire confiance à la masse, d'accord? Donc c'est là qu'il faut faire confiance aux gens qui sont dessous. Donc ces entreprises, quand elles deviennent de plus en plus grosses, les Apple, Google, enfin toutes celles dont tu viens de parler ici, elles sont devenues des grosses entreprises, et c'est là où il y a de l'organisation qui se fait, de la prise de conscience. On a vu là récemment, si tu veux, grâce à la pandémie ou à cause de la pandémie, on a vu ces mouvements là s'amplifier de plus en plus avec la grande démission, ce qu'on appelait la grande démission, avec plein de choses, donc où les gens se sont retournés sur leur introspection et se sont dit en fait ce que je fais, faut que je fasse attention. Et donc ça c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas un mouvement qu'on voit en général dans ces entreprises tech, mais là, il y a eu depuis une année, depuis un an, là, il y a quand même des choses qui se passent qui sont relativement intéressantes. Mais c'est vrai que c'est pas l'habitude. Et quand tu vois ces boîtes comme Apple du temps de Steve Jobs, c'était une dictature de base où tout le monde faisait ce que Steve avait dit et il était quand même un peu bizarre, enfin comme tous ces gens dont tu viens de parler. Justement, là, on touche quand même à une question qui est assez forte, qui est celle du symbolisme et presque des rôles modèles. On vient d'évoquer énormément de noms qui, fin du XXe siècle, début du XXIe, sont le symbole de la réussite, le symbole de ce que l'on appelle l'innovation technologique et donc synonyme de progrès, on pourra y revenir plus tard, est-ce que c'est vraiment synonyme aujourd'hui? Néanmoins, ces rôles modèles, comment tu expliques qu'aux États-Unis, ils soient adulés et portés au pinacle parce que cet esprit d'entrepreneuriat, de réussite, etc., c'est OK, mais ce sont des rôles modèles pour toute la jeunesse partout dans le monde. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai coutume de dire que les jeunes d'aujourd'hui, ils rêvent plus d'être start-upers que d'être footballeurs, quoi. Là où il y a encore 20 ans, ils voulaient tous devenir footballeurs. Comment t'expliques ça? J'explique ça parce que déjà, les noms qu'on a cités, c'est des exceptions. Je veux dire, il faut être clair quand même, ils sont pas tous comme ça. C'est-à-dire, tu aurais pu parler de Bill Gates, tu aurais pu parler de beaucoup d'autres fondateurs qui sont des gens à peu près normaux. Alors, je vais mettre plein de guillemets parce que tu peux pas être normal quand tu fais des choses comme ça, quand tu as des visions aussi débiles, parce que c'est des visions de débiles au départ. Hein. Je veux dire, il faut quand même être monté sur la table justement pour faire des trucs comme ça. Mais pardon de te couper, mais c'est qu'une question de vision ou c'est une question d'hubris qui à un moment donné vient parce que t'es capitalisé à des milliards de dollars? Alors justement, après, il y en a, je pense, qui pètent une durite quand ils sont trucs. Alors, Musk, c'est l'exemple type de celui qui a pété plusieurs durites, lui. Hein. Donc ça, si tu veux, une fois que tu arrives à ce pinacle où là on te porte au nu dans tous les sens du terme, je veux dire, bon, c'est là, tu peux effectivement craquer, quoi. Et je pense que ces gens, ils sont en général, ils ont des visions, ils ont des visions de société, ils ont des visions de comment améliorer la chose grâce à la tech, d'accord, les choses grâce à la tech. Et puis après, ils supportent pas la pression, quoi. Hein. C'est un peu comme les footballeurs. En fait, il y en a qui ou les tennismen surtout les Français qui gagnent Roland-Garros en junior et que après ils gagnent pas, quoi. Donc Donc je pense que c'est important de comprendre qu'il y a une évolution des personas qui sont bien différentes, mais il y en a des normaux plein, hein, qui font des gros machins et qui sont très riches et qui sont très. C'est bien, c'est un petit côté rassurant cet épisode quand même. Et on espère surtout pour la vague qui suit, puisque tu as dit ils sont pas tout seuls et puis surtout il y a la jeune génération derrière. Mais revenons peut-être juste 2 secondes à cette notion d'innovation technologique au service du progrès. Est-ce qu'elle est vécue comme ça aujourd'hui dans la Silicon Valley et plus largement aux États-Unis? Est-ce qu'elle est vraiment perçue comme un axe de progrès au sens sociétal, donc dit autrement pour tous, ou est-ce qu'elle est motivée par autre chose, cette innovation technologique? Alors il y a 2 réponses. Il y a la motivation, c'est faire de l'argent, hein, alors pour plein de gens, d'accord, mais c'est ce que j'espère et c'est ce que moi je pense, mais l'ingénieur en général, je veux dire, il est là pour améliorer la vie des vrais gens. Ce que j'appelle moi les vrais gens, c'est mon but à moi, hein, c'est mon but d'ingénieur, c'est essayer de trouver des technologies, faire en sorte d'avoir ces innovations qui vont faire en sorte que les gens se sentent mieux dans le monde dans lequel ils vivent. Donc ça, c'est cette motivation. Maintenant, après, comme je dis, elle peut être dérivée par l'appât du gain ou par d'autres choses. Mais il y a cette prise de conscience, tu disais, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, depuis très très peu de temps, il y a ces nouveaux mouvements là, et la pandémie a été
a permis cette introspection qui fait que on se dit faisons quand même attention. Et ça c'est relativement nouveau. Et il y a des gens comme moi le premier, j'ai dit les gars, faites attention quand même à utiliser la technologie et surtout regardons l'impact. Et là c'est certainement la prochaine chose dont on va parler, les impacts de ces technologies quand on les utilise. Je vois que les ingénieurs font de la tech pour la tech. Ça me fait toujours penser un peu au livre du Petit Prince, le mathématicien qui s'occupe de choses sérieuses. Ou les Shadocks. Aussi. Et on va passer à la chronique de Laurent Guérin pour un moment d'égarement. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Alors aujourd'hui, Laurent, tu vas nous parler centralisation et décentralisation. Il y a du plomb dans l'âme. Et oui, l'homme qui signe d'un Z qui veut dire Zuckerberg vient d'annoncer une vague de licenciements sans précédent, 11 000 personnes au sein de Meta, l'entreprise qui signe d'un M et dont le cours en bourse a dévissé de 75% depuis janvier 2022. En cause, les résultats décevants de l'entreprise et le désastre du métavers promu par Meta, 9 milliards de dollars engloutis sur l'année 2022, une sacrée dose de plomb dans l'âme donc. Mais on peut se rassurer, chez Twitter, l'autre réseau social, tout va bien. Eh ben non, en fait, il y a un nouveau shérif en ville, et il a la gâchette facile. Elon Musk, le fantasque dirigeant de Tesla qui envoie des voitures électriques dans l'espace et fournit Internet à l'Ukraine, dézingue à tout va sur son passage. Chacun de ses tweets est comme une équation à 4 inconnus. Pas étonnant finalement de la part d'un mec qui a prénommé son héritier XAE dans la A12, que l'on prononce XA12. Enfin, qu'on prononce pas en fait. Ou juste X qui est le prénom déclaré à l'état civil. Le reste de l'équation figurant comme deuxième prénom. D'ailleurs, X a une sœur, Exa Dark Siderael, avec encore un E dans la A Sidé Raël. Est-ce une coïncidence si l'on entend Raël dans ce prénom, illustre gourou français pour qui toutes les formes de vie sur Terre ont été créées par des extraterrestres appelés les Elon Musk. Non, je déconne. Les éoliennes. Non, non plus. Les Elohim. Et non, c'est pas une coïncidence. Tel le sergent Garcia de notre série préférée, Elon s'essaye à l'humour en portant à bout de bras un lavabo, je te jure que c'est vrai, lors de son premier jour dans les locaux de Twitter en tant que CEO, afin d'illustrer la phrase « I'm the new CEO, let that sink in », que je vous propose de traduire par « c'est moi le chef ». Je vous laisse y réfléchir. Il est beau, beau, beau le lavabo. Il est laid, laid, laid le bidet. Et je vous emmerde. Et hop, en un coup de robinet, Elon débarque le CEO, la CTO, le CMO, la COP, le PSG et la moitié des effectifs avec la méthode dite méthode céramique qui consiste à t'assommer par derrière avec un lavabo. Tu te lèves, t'allumes ton ordinateur. Si ça s'allume pas, ça veut dire que t'es viré. Oh, que c'est laid, laid, laid. Bon, le M, le T, ils ont tous du plomb dans l'aile. Mais sans vouloir faire tout l'alphabet, dis-moi, le Web3 et la décentralisation vont nous sauver quand même. Non, c'est en effet une nouvelle tornade qui vient de secouer l'écosystème des crypto-monnaies suite au presque rachat du numéro 2 des plateformes d'échange, FTX, par la plateforme leader Binance, grâce cette fois-ci à la subtile méthode dite du coup d'accordéon que l'on exécute comme une valse à 3 temps. Premier temps, je valorise ton entreprise en étant actionnaire. Deuxième temps, je fais chuter ta valeur dès que tu rames ou dès que tu fais un écart. Et troisième temps, bam, je t'éjecte en rachetant ce qu'il te reste de part pour une bouchée de pain et prends donc le contrôle de ta société. Finalement, vu que la société en question valait que drap, de rachat, point, il n'y aura. Il faut dire que FTX s'était érigé en vainqueur du tour grâce à la méthode dite de la grande roue, également connue sous le nom Lance Armstrong. Celle-là même qui consiste à t'injecter tes propres cellules souches afin de régénérer tes muscles plus rapidement. En langage crypto-monnaie, ça veut dire créer ton propre token, cataloguer les gains comme actifs dans ton bilan comptable, promouvoir les gains auprès des investisseurs, plus de 1600% sur le token en 7 mois quand même, te servir de ces mêmes tokens comme collatéral pour lever des fonds et hop, la boucle est bouclée et on recommence à l'étape 1. Un procédé foncièrement malhonnête proche de la pyramide de Ponzi. Le problème, ta boîte est insolvable parce que tes actifs n'en sont pas. Et là, c'est le drame. FTX vient allonger la liste déjà bien fournie des arnaques du Web3, plumant au passage des milliers d'investisseurs crédules, dont certains vont jusqu'au suicide. Bon, ok. Si la décentralisation, c'est pas top, autant rester dans le Web 2 alors. C'est vrai que dans cet univers impitoyable où l'on nous promettait de la décentralisation et de la transparence, des plateformes centralisées mettent en place des montages opaques et frauduleux pour amasser des quantités astronomiques de cash en abusant de la confiance, de la naïveté et du manque d'éducation du public. Un public par ailleurs prisonnier des outils et des usages découlant de 20 années de centralisation à outrance. Le nombre d'utilisateurs se compte en milliards pour Android, Facebook, YouTube, Apple, Instagram, TikTok
et en centaines de millions pour Snapchat, Pinterest ou encore Reddit. L'idée de la décentralisation va-t-elle survivre? En tout cas, chacun positionne ses pions pour tirer encore plus de blé provenant du petit peuple. Reddit vient de récolter 10 millions de dollars grâce à une vente de NFT. Le shérif Elon Musk a indiqué que les utilisateurs de Twitter pourront bientôt acheter des NFT directement dans les tweets. Idem pour Instagram qui annonce que l'on pourra bientôt commercialiser des NFT au sein de l'application, sachant que Android et Apple prendront au passage une commission de 30% sur les revenus générés. Et donc, si tu vends un NFT via Instagram pour $100, $30 iront à Apple ou Google. Instagram lui-même ajoutera d'ici 2024 sa propre commission. Finalement, on est peut-être en train de dessiner un web 2.5 entre le marteau et l'enclume, dans lequel, au lieu de filer notre thune aux bandits exotiques du web 3, on préfère la confier aux geôliers familiers du web 2. Ouais, donc finalement, entre la peste et le choléra, c'est notre seule proposition? Ne nous trompons pas, les crétins dans l'histoire, c'est nous. Parce qu'au bout de la chaîne des riches, des puissants et des bandits, il y a nos dollars et nos data. Seule motivation d'un système qui n'a rien de nouveau et qui nous essore déjà grâce à les méthodes dites du serpent, celles où on se mord la queue. Jordan Belfort, le loup de Wall Street, le disait si bien. Après tout, c'était dans la nature du capitalisme du XXe siècle que tout le monde devait arnaquer tout le monde et que celui qui avait le plus arnaqué gagnait la partie. Les fondations ne sont pas meilleures pour le capitalisme du XXIe siècle, Web 2 ou Web 3, finance traditionnelle ou crypto-monnaie. L'espèce humaine continue son sabordage en brandissant l'appât du gain comme stratégie de survie. Comme dirait Orelsan, vous n'avez pas les bases. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors Luc, maintenant tu entames, tu nous le disais en préparation, une nouvelle partie de ta carrière et tu voudrais vraiment mettre la tech au service de ce qu'on appelle chez French Tech le défi du millénaire. Rappelons que tu as écrit donc récemment un livre, On va droit dans le mur. Pour sauver la planète, il faut un projet de société et une ambition de civilisation aux éditions First. Alors justement, comment est-ce qu'on peut mettre l'innovation au service du défi du millénaire? Quels sont les cas d'usage? Qu'est-ce qu'on peut faire d'efficace pour tourner la tech dans le bon sens au profit de l'urgence climatique en particulier? Alors déjà, il faut dire, le bouquin, il y a un point d'interrogation, après on va droit dans le mur. C'est super important parce que il faut dire que... Ça garde une touche d'optimiste. On n'est pas complètement pessimiste et on pense que la tech va pouvoir nous aider effectivement. Mais déjà, avant de parler des solutions, il faut parler des problèmes. D'accord? Donc il faut déjà réaliser, il faut déjà s'éduquer. Parce qu'on a un problème, encore une fois ici, c'est un problème d'éducation. Il faut s'éduquer sur ce qu'on a fait de pas bien. Donc se retourner et regarder si les choses qu'on a fait finalement ont été bénéfiques ou pas pour le monde, pour les gens et pour le monde. Alors quand je me retourne et quand je regarde par exemple Facebook, je ne comprends pas le bénéfice. D'accord? Mais il faudra m'expliquer. De connecter les gens entre eux à travers la planète. Moi j'appelle ça un réseau asocial, si tu veux, parce que tu connectes pas les gens à travers la planète, tu mets les gens dans une bulle à l'intérieur, et avec le metaverse, enfin ce que veut faire maintenant Meta, c'est encore pire, c'est encore plus dans ta bulle, et donc c'est de l'asocial plutôt que du social. Oui, alors effectivement il y a quelques trucs qui sont pas mal, et c'était ce qu'on pensait au début, que ça va connecter des gens, comme tu dis, mais bon, avoir 1 million d'amis, ça veut dire quoi? Je veux dire, moi, si j'en ai un, je suis content déjà. Hein. Donc bon, il faut aussi, on revient au petit prince. Il faut réfléchir à tout ça. Bon bref, mais ceci dit, donc quand on se retourne, on se rend compte aujourd'hui que les impacts qu'on a eu quand même avec ces ordinateurs, avec les ressources de métaux rares, enfin tout ce qu'on peut aller chercher, c'est compliqué. Les choses un peu plus simples qu'on comprend pas, mais parce qu'encore une fois, on les apprend pas, c'est les data centers, par exemple, ces machins qui sont un peu loin des yeux, loin du cœur, qui tournent là-bas, où on met toutes nos données, toutes ces données, ces fameuses données qui sont là, eh ben, c'est dans les data centers. Les data centers sont des aberrations écologiques. D'accord? C'est des machins, qui utilisent énormément d'énergie, pour, en fait, très très peu d'efficacité. Et d'eau pour les refroidir. Ouais, beaucoup d'eau. Enfin, ça utilise un nombre de ressources absolument incroyable. Mais comment on fait tourner le numérique sans les data centers? Oui, alors justement, c'est pas sans les data centers. Il faut peut-être réfléchir à quelque chose d'autre. Le problème ici, c'est la centralisation. On met des milliers de serveurs les uns à côté des autres. Ils s'échauffent entre eux d'ailleurs. Ils se chauffent entre eux. C'est pour ça qu'il faut les refroidir. D'accord? Donc déjà, 60% de l'énergie est utilisée juste pour refroidir les trucs qui s'échauffent entre eux. Donc une des solutions qui paraît évidente quand tu réfléchis à ça, tu dis les mettons pas ensemble. Donc faisons de la décentralisation. Donc on continue à récupérer des données s'il faut récupérer des données, mais on les récupère pas exactement pareil. Faire ces modèles dont on parle là, quand on parle des trucs, en ce moment on parle beaucoup d'IA générative qui génère des trucs. D'accord, ces IA génératives, Midjourney, tout ça pour les images, GPT-3 pour le texte, etc. Donc, mais quand on parle de ces machins-là, mais c'est des aberrations aussi
qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je veux dire, pourquoi on le fait déjà? Aujourd'hui, pour s'amuser, on peut faire ça. Oui, pourquoi? Mais oui, pourquoi? Donc GPT-3, 150 milliards de paramètres. 150 milliards de paramètres. Il me faut des machines absolument démentes qui tournent pendant des journées pour créer ces modèles. Ça me sert à quoi? Je veux dire, ça me sert à écrire potentiellement quelque chose, à tricher un examen pour pouvoir, et encore le machin il est même pas cohérent, je suis obligé de repasser dessus après. Donc je veux dire, il faut se calmer un peu. Tu posais une question qu'on pose très très régulièrement chez TrenchTech. Je pense qu'à chaque épisode cette question revient, c'est cette prise de recul du pourquoi on utilise la technologie, qu'est-ce qu'on va en faire, à quoi elle va nous servir, c'est clair. Parce que là les exemples que tu donnes effectivement sont un peu caricaturaux aussi dans la façon de les avancer là tel que tu le fais, je pense, parce que toi qui es très très concerné par l'intelligence artificielle, on l'a vu notamment dans Timbio, on sait bien que l'IA telle qu'elle est pensée aujourd'hui, c'est pas simplement gagner au jeu de Go ou sortir des créas avec des petits chats en utilisant Midjourney. Il y a quand même des intentions derrière, non? Toi, t'y crois pas? Toi, t'as écrit un bouquin quand même qui s'appelle L'IA n'existe pas. L'IA qui n'existe pas, c'est cette IA de Hollywood. C'est l'IA qui fait tout toute seule super bien, ou alors l'IA qui fait peur, Robocop, machin. D'accord, c'est ça qui n'existe pas. Par contre, il y en a plein d'IA et elle est super utile dans plein de domaines. Mais justement, choisissons les domaines qui vont vraiment nous faire avancer et faire avancer en tant que société. Comme le réchauffement climatique, par exemple. Ah bah alors justement, Luc, on a une question de Gilles Babinet qui t'est posée via Twitter. Alors Gilles d'ailleurs aimerait prendre un café avec toi. Il paraît que tu lui dois un café. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais il te posait la question, mais comment l'IA pourrait nous aider dans l'urgence climatique et dans la situation d'urgence vis-à-vis du climat dans laquelle nous sommes? Quels usages pour l'IA pour résoudre ça? Alors l'IA, c'est pas compliqué. En fait, l'IA, à la fin, c'est que des mathématiques. Et les mathématiques, ici, en l'occurrence, il y a deux choses qu'on peut faire assez facilement. C'est de la simulation, donc pour comprendre vers où on va. Et puis après, donc, essayer de fixer les machins, d'accord? Et l'autre partie, c'est faire en sorte d'optimiser. C'est de l'optimisation, l'IA. Et c'est optimiser, donc, dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, il faut optimiser. Il faut optimiser nos ressources. Il faut optimiser la façon dont on les utilise, etc., etc. Et donc ça, l'IA peut nous aider d'une manière extraordinaire, là-dedans. D'accord? Donc, on a vu déjà des trucs assez simples. On va faire en sorte que, automatiquement, les trucs s'allument, s'éteignent, et que, donc ça, on peut y penser. Ça a l'air facile comme ça, mais on le fait pas. D'accord. On le fait pas parce que c'est aussi trop facile de pas le faire. Okay. Mais je pense que donc c'est utiliser l'IA pour optimiser des systèmes actuels. Optimiser les systèmes actuels, faire en sorte de prendre l'électricité quand elle est moins chère, aller chercher les trucs et donc faire en sorte aussi de pas utiliser l'IA pour l'IA. Aussi, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure à propos des ingénieurs, mais là c'est exactement la même chose. Ouais. Il y a des choses qu'on utilise aujourd'hui, on utilise cette IA qui s'appelle l'IA statistique. D'accord? On l'utilise énormément parce qu'elle est facile à utiliser, parce qu'elle est là, elle est disponible. Alors qu'il y a des IA un peu plus compliquées où il faut mettre un peu plus notre cerveau à nous dedans, qu'on pourrait utiliser, qui sont beaucoup plus frugales, d'accord, comme des IA qui sont cette fois-ci logiques, donc c'est les vieilles IA, les IA des années 70, donc ce qu'on appelle les systèmes experts à l'époque. Il y a des trucs qu'on peut faire en système expert qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus frugal en énergie, qui pourrait être utilisé au lieu d'utiliser ces IA statistiques qui sont, elles, absolument pas frugales en énergie, d'accord. Mais on pourrait optimiser aussi les modèles, on pourrait aussi savoir pourquoi on les utilise. Donc, est-ce que les 440 kilowatts que je vais utiliser pour jouer au Go, est-ce que je peux pas les utiliser plutôt pour aller chercher un cancer dans une radio, tu vois? Donc, avoir une décision de la société, c'est ce que je dis dans le titre du bouquin là, pour dire les gars, on arrête un peu les bêtises, on arrête un peu de jouer. Maintenant qu'on a appris plein de choses avec ces IA, on a une expérience, ça a commencé en 1956 l'IA, d'accord? Donc on a plein d'expériences maintenant. Utilisons ces outils parce que ce ne sont que des outils, c'est pas magique. Utilisons les outils à bon escient, d'accord? Alors, sur les outils à venir, on a une question d'Olivier Ezrati. Donc, Olivier Ezrati était notre précédent invité et on a mis en place cette tradition que notre précédent invité pose une question à l'invité suivant. Donc, on a une question d'Olivier Ezrati pour toi et qui est en lien, tu dois t'en douter maintenant, avec le quantique. Bonjour Luc, tu connais ma passion pour les technologies quantiques et une question que je me pose et sur laquelle j'investis beaucoup de temps, c'est de savoir comment ces technologies-là pourraient, dans leur conception, le plus en amont possible, tenir compte de leur empreinte environnementale. Qu'est-ce que tu penses du fait de focaliser une recherche qui est encore fondamentale sur un sujet de ce type-là, alors que certains ont tendance à dire qu'il vaut mieux attendre que ça marche avant de se poser des questions sur l'empreinte environnementale?
Bon, et alors, bon, là c'est super, il a la réponse dans la question. Hein. C'est-à-dire que mais c'est évident qu'il faut faire attention parce qu'on connaît maintenant les impacts de ces technologies parce que c'est des technologies qui sont à l'échelle absolument extraordinaire. Et donc le quantique, en l'occurrence ici, il y a plusieurs types. Alors, il vous a certainement expliqué tous les types de quantique qu'il y a, mais il y a des types de quantique qui sont des aberrations. Je veux dire, des choses qui vont où il va falloir faire des calculs à moins de 273 degrés Celsius. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut refroidir ces trucs, et donc refroidir, c'est une énergie folle. Bah, il nous en a parlé. Il nous a dit, à l'état d'aujourd'hui, il faudrait une centrale nucléaire derrière chaque ordinateur quantique pour délivrer la puissance qu'on en attend réellement. Il a fait le calcul en live, on était arrivé à ça. Voilà, et ça, bon, c'est évidemment ridicule. Il y a d'autres méthodes qui sont des méthodes qui ont pas besoin d'arriver à ce zéro absolu de la température. Mais du coup, il faut continuer d'investir dans le quantique, ou on arrête? Non, mais il faut investir parce qu'il y a certainement des méthodes. Il y a des choses qu'on va faire avec le quantique qui sont extraordinaires. L'outil est potentiellement extraordinaire. Il faut juste comprendre que et il faut calculer les passages à l'échelle. Effectivement, faire ce calcul de centrale nucléaire, c'est très intéressant. Et se dire, bah, cette méthode-là, bah, c'est peut-être pas très finaux d'aller là-dedans. D'accord? Ou alors, j'essaye de faire en sorte de voir que c'est de l'électricité green, que c'est du green qui va pouvoir me faire ça. Donc, évidemment qu'il faut se poser la question. Évidemment que c'est un truc fondamental. Maintenant qu'on a compris l'impact que l'humain peut avoir, parce que l'impact, il augmente d'une manière exponentielle, parce que plus on fait ces technologies, plus elles sont déployables à une échelle absolument fantastique sur le monde entier, plus il y a effectivement de l'impact. Et donc, maintenant qu'on a compris ça, on n'avait peut-être pas compris ça dans les années 50 ou au début du siècle dernier. Maintenant, on a compris qu'on avait beaucoup d'impact. Donc, on se calme, on réfléchit et on réfléchit. C'est ça le truc surtout. On se sert un peu de notre cerveau. Alors attends, nous, on en a un qui aime bien réfléchir et qui a une bonne question pour toi. C'est Thibaut. Alors oui, c'est plutôt la question qui fâche. Parce qu'on va pas se mentir, dans le contexte actuel, la voiture, ça n'a pas vraiment le vent en poupe. Alors en revanche, si tu as rejoint un groupe automobile, c'est qu'à mon avis, tu as plusieurs idées derrière sur le comment tu penses que le secteur automobile va se réinventer dans ce contexte-là. Comment est-ce que le secteur automobile, qui est quand même un peu le problème, va réussir à trouver comment est-ce qu'il peut réduire, voire annuler son empreinte écologique globalement. Bon, alors, je pense qu'on peut toujours parler de la voiture électrique, les impacts, des autres impacts, tout ça, mais en gros, quand même, c'est mieux que les autres, d'accord? Donc ça, il y a quelque chose d'intéressant. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, une voiture, elle est à 95% non utilisée, d'accord? Donc là, quand on va dire, bah, les gars, maintenant, on va essayer de faire du partage, on va essayer de faire des choses, des services. On va faire plus des services de mobilité que des voitures elles-mêmes. Et il va falloir toujours avoir des voitures pour faire ces services de mobilité. Et il y a des endroits sur la planète, ou même en France, il y a des endroits où on n'a pas le choix. On va pas pouvoir dire qu'on peut tous utiliser des trottinettes ou qu'on peut tous utiliser des bus et des métros. Donc, il y aura toujours des voitures, elles vont être de plus en plus efficaces, c'est le but du jeu, optimisation, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, et puis de trouver des méthodes qui sont des méthodes où on va pouvoir aussi optimiser le temps d'utilisation de ces machins-là. D'accord? Le fait que 95% du temps ça soit au garage, c'est complètement idiot. D'accord? Donc, essayons de trouver des moyens pour, alors, il y a des problèmes dans le partage aussi. On a vu ça avec Autolib. Autolib, moi, j'avais pas envie d'aller dans une Autolib. Ça puait, machin, au bout de 15 jours. D'accord? Donc, il va falloir trouver des choses. Et on est là pour ça. On est là pour trouver des nouvelles façons d'optimiser. Oui, moi j'ai une dernière question quand même qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. C'est que on arrive à la fin de ce grand entretien. On a vu les différences culturelles en matière d'innovation. On a vu que malgré tout, on pouvait cesser de s'amuser et de gadgetiser de très très belles promesses pour l'avenir qui seront utiles notamment pour lutter contre le réchauffement climatique. On a un peu abordé la question de l'éducation, de la sensibilisation des générations futures au bon usage justement des techniques et à la bonne création des bonnes techniques pour justement servir l'intérêt et le bien commun. Comment toi tu vois les choses? Comment davantage sensibiliser, comment davantage former à l'esprit éthique dans les universités, que ce soit à Saclay ou ailleurs? Et est-ce que ce meilleur des deux mondes avec, tu nous disais, il y a des talents, il y a des têtes bien faites en Europe et en France, et puis il y a ceux qui savent monter sur la table aux États-Unis, ce serait quoi le meilleur des deux mondes et comment le faire émerger aujourd'hui, parce que c'est maintenant qu'on en a besoin. Les décideurs de demain, c'est maintenant qu'ils sont dans les écoles et dans les universités. Alors déjà, il faut commencer par pas mentir. D'accord? Donc c'est le premier truc, c'est qu'il faut dire la vérité sur l'état des lieux aujourd'hui. Et donc, pas donner cette vision glamour de la tech, d'accord? Et dire, bah, écoutez, on a fait des trucs super. Les centrales nucléaires, c'est très bien pour ça, mais c'est moins bien pour ça.
D'accord. Les data centers dont je parlais tout à l'heure, c'est très bien pour ça, c'est moins bien pour ça. Est-ce qu'on a des solutions? Est-ce que on doit se creuser la tête pour trouver des alternatives, pour trouver des optimisations à ça? Donc, se former à critiquer aussi ce qu'on fait. La critique dans tous les sens du terme, la bonne et mauvaise critique, d'accord. Donc, il faut vraiment avoir cet esprit-là. Et donc, après, ça amène, une fois qu'on dit la vérité, qu'on se dit la vérité, on peut effectivement voir le monde d'une manière différente et avoir une notion de comment on peut fixer les choses et de comment on peut faire des choses peut-être mieux. On va se tromper, on va faire des erreurs, c'est évident, mais au moins essayer de les reconnaître le plus tôt possible et surtout écouter l'autre et que l'autre me dise « attends Coco, ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est peut-être une grosse bêtise ». Eh ben Luc, écoute, je crois que ça nous fait une conclusion parfaite pour ce grand entretien. Merci beaucoup de tous les éléments que tu nous as partagés. On espère que tu as passé un bon moment avec nous. Nous, en tout cas, on a passé un super moment avec toi. C'était très chouette. À très bientôt, Luc. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Beaucoup, au revoir. Luc. Pour ceux qui nous écoutent, Luc. Restez bien avec nous. C'est le moment du débrief. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Encore un épisode qui se termine. Mick Thibault, qu'est-ce que vous en avez pensé, Mick ? Eh ben écoute, moi déjà j'étais content de rencontrer Luc Julia. Alors nos auditeurs le voient pas, mais c'est quand même l'homme qui se balade toujours en chemise à fleurs. Ah, il est magnifique. Je suis moi-même venu à chemise à fleurs pour lui rendre hommage, mais il m'a dit que c'était pas suffisant parce que c'était pas une vraie chemise hawaïenne. Il faut que tu ailles dans la Silicon Valley et qu'on te parle de là-bas pour que tu mettes des vraies chemises à fleurs et que c'est le même effet. Bon, effectivement. Alors bon, pour revenir au sujet quand même, qui était la première partie sur la culture de l'innovation, moi ça me fascine totalement l'empreinte qu'a la Silicon Valley. Il nous a donné quelques règles un petit peu, quelques points de la recette de la Silicon Valley pour arriver à innover comme ça. D'abord, il nous a rappelé que la culture de l'innovation ne se décrète pas. Donc, c'est pas parce qu'on dit on va faire là une innovation géniale que ça va se faire. Et puis, les recettes, une grande diversité dans les profils et un esprit d'entraide très très fort entre les personnes qui vont collaborer et qui viennent de partout dans le monde avec des cultures très différentes. Ça, c'est un point clé. Et puis aussi l'esprit de monter sur la table, d'oser, de prendre le pouvoir. Finalement, ouais, effectivement, ça nous a rappelé un vieux film. Le Creuset, l'alliance du Creuset, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Et ensuite, on voyait tout Velsé monter sur la table. Bref, c'est le rêve américain appliqué à l'innovation technologique. Ça se décrète pas, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est comme quand tu cherches une idée, toi. Moi, c'est souvent quand je suis sous la douche. Moi, c'est quand tu la cherches plus. Moi, c'est à vélo. C'est le matin sous la douche, j'ai les meilleures idées. Et toi, Thibaut? C'est une question diverse. C'est privé. Non, mais moi, je voulais te demander, qu'est-ce que tu as pensé de cette émission? Non, alors c'était un vrai plaisir. Donc, à l'inverse de Mick, c'est que moi, j'ai pas mis la chemise à fleurs parce que j'en ai pas. Il a pas joué le jeu. Il a pas joué, mais il en a pas. Mais en fait, moi, ce que je retiens, c'est surtout la franchise du discours de Luc. Quand même, dans la Silicon Valley, on a affaire à des gros cons qui savaient exactement ce qu'ils faisaient, pour resituer un peu les vrais termes. Il a dit le gros mot. C'est pour ça que tu le répètes. Sans ça, je sais que c'est un garçon. Jamais j'aurais dit ça. Mais le vrai point, et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne ou du moins qu'on vulgarise beaucoup plus, parce qu'on le sait mais on le fait pas, il faut maintenant retenir les leçons de nos erreurs. Et ça, c'est effectivement, ça fait partie des vrais points américains. C'est sans jeu de mots, c'est le vrai atout des Américains. C'est-à-dire que l'échec fait partie aussi de leur culture et ils le prennent pas comme on a tendance à le dire, comme un échec et on a fait. Au contraire, on apprend de nos erreurs. Et c'est ça, au fait, le vrai ressenti qu'il faut qu'on ait beaucoup plus, et il faut qu'on mise sur l'éducation. Et la vague d'après dont il nous a parlé justement sur ces fameux gros des patrons de tech là qui faisaient un peu n'importe quoi et la vague de fond, donc tous les collaborateurs qui commençaient à se rebeller un petit peu contre ces gens-là. Effectivement, un espoir pour la génération future avec de l'éducation et de l'apprentissage des précédentes erreurs qui seraient passées par là. Finalement, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et juste sur ce point que tu évoques de la culture américaine des startups de l'échec, il y a deux phrases très connues qui me reviennent en tête. Il y a fail but fail fast, échouer mais faites-le vite pour pouvoir justement passer à autre chose. Et il y a un autre truc aussi intéressant qu'on connaît un peu moins, qui est fake it till you make it. J'adore. Vas-y, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Ça, c'est le monter sur la table, ça. Ouais, quelque part, ça résume un peu cette situation. Alors moi, ce que je retiens de cet épisode, surtout, c'est que j'arrivais avec une question clé dans ma tête, c'est est-ce que la place qu'on réserve à l'innovation technologique dans nos sociétés, dans notre culture est la bonne, en me demandant si innover
pour faire quoi? Innover pour faire mieux, c'est quand même la base de la définition de l'innovation par rapport à l'invention, hein, c'est prendre un problème et essayer de le résoudre différemment. Innover pour faire mieux, innover pour faire le bien, ou innover pour faire plus, et notamment plus d'argent. Eh ben, il nous a quand même dit à la fin de cette émission qu'il fallait garder espoir dans l'innovation technologique, notamment l'IA, pour améliorer la situation, les enjeux de société et notamment le réchauffement climatique, à la condition de cesser d'aller faire des POC dans tous les sens ou de s'amuser à générer avec l'IA des jolis dessins ou je ne sais quoi, mais qu'aujourd'hui on serait quand même en mesure de pouvoir faire quelque chose de grand. Encore faut-il être lucide et se poser les bonnes questions et le faire avec pas mal de recul. C'est ça, c'est en posant le bon diagnostic que l'on peut trouver les bonnes solutions. French Tech. French Tech, c'est fini. Et normalement, votre regard sur l'innovation technologique n'est pas tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée et en profiter pour nous laisser un commentaire et nous mettre quelques étoiles. Ça fait toujours plaisir. Et vous contribuerez comme cela à propager l'esprit critique pour une tech éthique. Car, comme le disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. À la prochaine. French Tech, esprit critique pour tech éthique.